La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, nous sommes le mardi 1er octobre 2024, bienvenue dans Grand Angle, une émission hebdomadaire destinée à décrypter les dynamiques politiques, économiques et sécuritaires qui façonnent l'Afrique. Nous reviendrons dans le numéro d'aujourd'hui sur la décision des autorités algériennes d'imposer un visa aux citoyens étrangers détenteurs d'un passeport marocain. Le numéro d'aujourd'hui est intitulé « Pourquoi l'Algérie impose un visa aux Marocains ?» Pour en parler, il y a avec nous en direct depuis Oran, seconde plus grande ville d'Algérie, le docteur Ahmed Ben Saada, enseignant universitaire et auteur de plusieurs ouvrages. Ahmed Ben Saada est également connu pour être un observateur avisé de la scène politique africaine. Bonjour docteur Ahmed Ben Saada. Bonjour Monsieur Cherfaoui, bonjour l'Afrique et bonjour aussi à vos invités, Monsieur Mokran Aïtou Arabi et Madame Rima Rouibi. Merci à vous, Docteur Ahmed Ben Saada. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous dans notre émission Grand Angle. Alors, il y a également avec nous, comme vient de le mentionner le Docteur Ahmed Ben Saada, Rouibi Rima, enseignante universitaire et spécialiste des médias. Bonjour Madame Rouibi. Bonjour, et je suis ravie d'être avec vous et je salue chaleureusement Monsieur Ben Saad. Tout le plaisir est pour nous Madame Rouibi. Alors comme à chaque semaine, nous serons accompagnés dans ce nouveau numéro de Grand Angle dédié donc à cette problématique de l'imposition d'un visa aux Marocains par les autorités algériennes. Alors nous serons accompagnés donc par Mokran Aïtou Arabi, journaliste politique et consultant de l'émission. Bonjour Monsieur Aïtou Arabi. Bonjour Monsieur Cherfaoui, bonjour à tous les invités, bonjour, un grand bonjour à Ahmed Ben Saada. Merci à vous Mokran Aïtou Arabi. Alors bonjour à vous trois. Avant de vous céder la parole et d'entrer dans le vif du sujet, je ferai un petit rappel des faits. Alors, les autorités algériennes ont annoncé jeudi 26 septembre 2024 le rétablissement avec effet immédiat d'un régime de visa pour tous les étrangers détenteurs d'un passeport marocain. Le ministère algérien des Affaires étrangères a accusé dans un communiqué rendu public à l'occasion le Maroc de profiter du régime d'exemption des visas pour déployer je cite, des agents de renseignement sionistes et accéder librement au territoire national pour mener diverses actions attentatoires à la stabilité de l'Algérie. La même source précise que ces actes constituent une menace directe sur la sûreté nationale du pays et affirme que le Royaume du Maroc est tenu pour seul responsable de l'actuel processus de dégradation des relations bilatérales par ses agissements hostiles à l'Algérie. Alors, comme de coutume, docteur Ahmed Ben Saada, je vais vous adresser ma première question. Alors, est-ce que la décision de l'Algérie d'imposer un visa aux ressortissants étrangers porteurs de passeports marocains vous a-t-elle surpris ? Alors, loin de là, cette décision, moi je pense qu'elle a été même prise un peu en retard parce que il faut connaître la géographie de nos deux pays, le Maroc et l'Algérie. Donc, partagent une frontière d'environ 1700 kilomètres. C'est une très pas il n'y a pas de séparation avec des montagnes ou des fleuves ou autre chose. Donc c'est vraiment ce sont deux pays qui sont dont la géographie est difficile pour maintenir une certaine sécurité du pays. Donc à regarder cela, déjà au départ, nous avons un grand problème et je pense que notre armée nationale fait un excellent travail dans ce domaine. Alors pourquoi je dis que cette décision est, à mon avis, prise un peu en retard? C'est parce que il faut savoir que
en 2020, le Maroc a normalisé ses relations avec l'entité sioniste. Et à partir de ce moment-là, les tensions, les problèmes qu'on avait déjà avec le Maroc sont devenus extrêmement présents, extrêmement pressants, extrêmement dangereux pour la stabilité de notre pays. Parce qu'il faut savoir que l'Algérie est un des plus grands défenseurs de la cause palestinienne et il n'est pas question de normaliser nos relations entre nous et l'entité sioniste comme l'ont fait de nombreux pays arabes. Il n'est pas question, ce n'est pas juste une question, disons, politique, mais c'est une question qui relève de l'ADN du peuple algérien. Le peuple algérien est contre la colonisation des terres et contre l'injustice en termes de relations internationales. Et nous considérons en tant qu'Algériens que la cause palestinienne est une cause juste, qui n'a rien à voir ni avec la religion, ni avec l'appartenance ethnique, mais qui a à voir avec l'humanisme. C'est une cause humaniste qui est juste. C'est une question de décolonisation aussi, docteur. Exactement, et c'est une question de décolonisation. Nous avons souffert d'une colonisation de 132 ans par la France, et nous savons ce que c'est qu'être colonisé, et nous savons aussi que cette colonisation ne peut prendre fin qu'avec les armes, et nous avons payé un très lourd tribut. Juste entre 1954 et 1962, notre peuple a sacrifié 1,5 million de ces nobles et valeureux martyrs. C'est sans compter toutes les révoltes qu'il y a eu depuis 1830, en commençant par la révolte dénommée la Mjadel, et toutes les autres. C'est très long de citer toutes les révoltes qui ont fait des millions de morts. Oui. Donc, nous savons ce que c'est. Donc, si le Maroc, avec qui nous avons déjà un conflit concernant le Sahara occidental, normalise avec Israël, qui est un État génocidaire, qui est un État qui ne respecte aucune loi internationale. Donc nous avons une menace à notre frontière, une menace sur toute la longueur de la frontière. Et donc il faut non seulement contrôler les frontières. Cette frontière, je rappelle, elle était formée depuis 1994, mais il y avait la possibilité de venir en Algérie pour les Marocains par voie aérienne. Et à ce moment-là, on ne contrôle pas, parce qu'il n'y avait pas de visa pour les Marocains. Et malheureusement, en fait, pour les Marocains qui sont des frères, en fait, nous n'avons aucune animosité contre les Marocains, le peuple marocain. Oui. Mais la politique actuelle du Maroc, avec sa normalisation, avec toutes les sortes de problèmes qu'elle nous cause absolument régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, font que nous devons protéger nos frontières. Nous devons aussi contrôler les gens qui viennent dans notre pays. Voilà, merci beaucoup, docteur Ahmed Ben Saada. Mqrana Touarabi, alors le docteur Ahmed Ben Saada estime que cette décision aurait dû être prise plus tôt, eu égard aux multiples actes d'hostilité manifestés par le Maroc à l'égard de l'Algérie. On se souvient, Mqrana Touarabi, c'est en 2021 que l'Algérie décide de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc, et à cette époque, effectivement, tout le monde s'attendait aussi à ce que cette décision soit assortie d'une imposition de visa, ou d'une imposition d'un régime de visa aux titulaires de passeports marocains. Mais à l'époque, les Algériens ou l'Algérie avaient pris en ligne de compte aussi les liens humains et familiaux qui unissent les peuples algériens et marocains. Donc c'est pour cette raison que l'Algérie est allée dans un processus allant crescendo. Mais on se rend compte que depuis 2021 à 2024, on est bientôt en 2025, le Maroc, loin de s'être amendé, a même continué ses actes d'hostilité à l'égard de l'Algérie.
Oui, tout à fait. En fait, ce qui explique un peu, Dr Ahmed Ben Saada a souligné que cette décision aurait dû être prise bien avant, peut-être, mais justement, quand on lit le communiqué du ministère des Affaires étrangères annonçant cette décision, on constate que justement, ce qui a peut-être retardé, poussé les autorités algériennes à ne pas recourir à cette mesure extrême, quand je dis extrême, c'est parce qu'elle pénalise le peuple marocain. Bien évidemment. Bien évidemment, on va en parler d'ailleurs. Pourquoi elle pénalise beaucoup le Maroc de manière générale. Ils ont commencé par dire que l'Algérie a toujours mu par les valeurs de solidarité qui l'unit avec le peuple marocain, a tout fait pour éviter d'en arriver là. Mais vous avez Marzen qui reste dans cette dynamique d'hostilité vis-à-vis de l'Algérie, en multipliant justement... Il est dans une logique de confrontation. Tout à fait, il est dans de confrontation et surtout de provocation permanente. Il est dans la stratégie de la tension. La stratégie de la tension, vous vous souvenez qu'il a ciblé des Algériens qui sur la route vers la Mauritanie par des drones. Il y a eu plusieurs attaques et la dernière en date, c'est le démantèlement d'un réseau d'espionnage au niveau de la région de Tlemcen. Alors c'était début septembre. C'était le 1er septembre. Le procureur de la République de cette wilaya justement a fait état de ce démantèlement. Il s'agit d'un réseau justement de Marocains qui recrutent aussi des Algériens pour nuire à la sécurité de l'État. Donc c'est un réseau qui était là pour cibler les institutions sécuritaires administratives du pays. Bien évidemment, n'importe quel pays aurait agi de cette manière, sachant que à ma connaissance, c'est pas la première fois que le Maroc justement recourt à ce genre de pratique en utilisant le passeport marocain pour recruter parfois des non-marocains afin de commettre, de mener des opérations de déstabilisation contre l'Algérie. Dans le Sahel, vous allez si vous fouillez un peu, vous allez constater que il y a beaucoup de personnes impliquées dans des réseaux qui portent pour entrer en Algérie, qui essayent d'utiliser le passeport marocain. Ça devient problématique justement de laisser justement ce flux de personnes entrer en Algérie sans le moindre contrôle, parce que quand vous avez le passeport, il pointe à un poste frontalier, vous n'avez pas vraiment un moyen de contrôle. Mais si il passe par une demande de visa, vous aurez le temps de vérifier la véracité du document présenté. Voilà. Donc cette décision, bien évidemment, elle était attendue. Elle était attendue parce que de l'autre côté, on n'a pas vu une volonté d'apaisement des relations. Bien au contraire, il y a justement une politique qui accentue davantage cette tension avec l'Algérie, sachant que l'Algérie a tout fait pour que les liens de solidarité qui existent entre les deux peuples soient préservés, soient maintenus et même renforcés. Alors, Rima Louibi, pour comprendre la décision algérienne, est-ce qu'il n'est pas utile ou productif de remonter nous n'allons pas revenir jusqu'à 63 et la guerre qui a été imposée par le Maroc à l'Algérie, alors que l'Algérie venait juste d'accéder à son indépendance, le pays était encore fragile et elle commençait à peine à panser ses blessures, à se remettre d'une guerre terrible contre le colonialisme qui a duré 132 ans. Alors c'était aussi une guerre qui a fait d'énormes blessés, qui a décimé des familles. C'était une colonie de peuplement, donc le colonialisme français a pratiqué les pires atrocités dans ce pays. Nous n'allons pas revenir à 63, donc à peine l'Algérie a-t-elle accédé à l'indépendance que le Maroc, dans belliqueux qu'il est, a voulu revendiquer, prendre des territoires
territoires qui n'étaient pas les siens. Donc on a eu la guerre des sables. Bon, nous n'allons pas remonter jusque-là. Nous allons essayer de remonter jusqu'à 1994. 94, il y a un attentat à Marrakech. Et avant qu'une enquête ne soit diligentée, on accuse directement l'Algérie d'être derrière l'attentat. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Les Marocains décident de façon unilatérale d'imposer des visas aux Algériens. Et les Algériens répondent à cette action unilatérale par la décision de fermer la frontière. Ouais. Alors, depuis 1994 à 2024, le Maroc n'a cessé de multiplier les actes d'hostilité. Effectivement. Et je pense que vous avez raison. On a besoin quand même de faire une cartographie sur toute l'hostilité marocaine envers l'Algérie et pour rafraîchir justement la mémoire humaine qui est si courte. Vous venez de citer l'attentat de Marrakech de 1994. L'Algérie vivait une phase très difficile. On luttait seul contre le terrorisme. C'est bien de le rappeler, de le souligner davantage. L'Algérie lutter seul contre le terrorisme et le Maroc, au lieu faire preuve de bon voisinage, bien au contraire, il a imposé le visa contre les Algériens et contre tous les Français d'origine algérienne. Oui. C'est-à-dire, c'est bien de le rappeler aussi. Même pour les binationaux. Exactement, qui ont un passeport algérien. Et en conséquence, le président Elie Zerouel avait immédiatement appliqué la réciprocité d'imposer le visa aux Marocains et fermer les frontières. Oui. Donc, 30 ans après, on voit que c'est l'histoire qui se répète d'une manière inversée, mais basée sur des faits et des arguments plus clairs, plus précis et plus justes. Puisque l'Algérie, M. Ben Saada avait dit la décision algérienne vient en retard. Oui, mais l'Algérie a toujours fait preuve de sagesse, de self-control contre toute l'hostilité marocaine. Alors, c'est bien de rappeler aussi la déclaration de Bourreta en 2022, quand il avait dit que les pays européens, le visa imposé par les pays européens relève de la souveraineté. Oui. Et aussi imposer le visa aux Marocains, aussi ça relève de la souveraineté nationale algérienne. Et l'Algérie a tous les droits de préserver sa souveraineté et préserver ses frontières également, et puis, notamment avec le Maroc. Absolument. Il y a une séquence aussi qu'il incombe de rappeler, c'est qu'en 1994, alors en plus d'avoir imposé un visa aux Algériens, les Algériens vivant au Maroc ont été extrêmement malmenés. Il y a des familles, de grandes familles algériennes qui ont été spoliées de leurs biens, des familles qui sont là depuis des dizaines d'années, voire même des siècles, qui vivent très bien à cheval entre les deux pays, et du jour au lendemain, ce sont des familles dont les biens ont été confisqués par les autorités marocaines, et à ce jour le problème n'est toujours pas réglé. Et par la suite, les deux présidents de l'époque, le président de l'époque, Abdelaziz Bouteflika et Mohamed VI, décident donc de supprimer ces mesures de visa. L'Algérie le fait sur la base d'une bonne foi, donc, mais on se rend compte que les Marocains ne veulent pas s'amender. Effectivement, il y a également, ça serait bien de consacrer un numéro, pourquoi pas, sur également les modalités et quelles sont les démarches auxquelles les Marocains font recours pour attribuer la carte de résidence aux Algériens actuellement. C'est un interrogatoire d'ordre plus politique et c'est selon les témoignages également des Algériens qui résident au Maroc. Donc ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, effectivement. Alors je rappelle juste que les Algériens et les Marocains voyageaient entre les deux pays sans visa depuis 2005 pratiquement. Docteur Ahmed Ben Saada, est-ce que vous pouvez nous rappeler, puisque nous essayons de mettre la décision des autorités algériennes dans un large contexte, comme ça, il y a aujourd'hui
des attaques contre l'Algérie, surtout sur les réseaux sociaux marocains, qui essayent de faire de la victime un agresseur. Et il faut se souvenir aussi qu'en 2021, d'ailleurs c'est ce qui, me semble-t-il, a décidé les autorités algériennes de rompre les relations diplomatiques avec le Maroc. En 2021, le Rabat avait reçu le ministre israélien des Affaires étrangères, et depuis une tribune à Rabat, ce même ministre s'est permis de menacer, a tenu un discours menaçant à l'égard de l'Algérie. C'était la goutte qui avait fait déborder le vase. En effet, en fait, le chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, était en visite donc le 12 août 2021 à Casablanca, et à partir de Casablanca, ce qui est contraire à tous les us et coutumes de diplomatiques, c'est qu'il a menacé l'Algérie, il a tenu des propos très très belliqueux contre l'Algérie, au vu et au su de toute la nomenclatura marocaine. Et là, ça a été très mal perçu par l'Algérie, parce que en fait, voilà un pays qui normalise. En fait, il normalise pas. En fait, il fait un deal. Les États-Unis reconnaissent le Sahara occidental, et eux, ils vont reconnaître l'entité sioniste. Donc, c'est même pas, c'est du business. C'est même pas quelque chose qui est disons, qui tient de valeurs humaines, etc. Donc, c'est vraiment du business, comme le Maroc a toujours fait. C'est toujours du business qu'ils essaient de faire. Et donc à partir de Casablanca, le chef de la diplomatie israélienne qui menace l'Algérie. En plus, il y a eu d'autres incidents, donc le 13 et 14 juillet à New York, 2021 à New York, l'ambassadeur du Maroc à l'ONU, Omar Hillel, qui parle du vaillant peuple kabyle, etc. En fait, et qui essaye du séparatisme en Algérie. Voilà, donc il soutient les indépendantistes séparatistes du MAC, qui est classé comme une organisation terroriste. Donc nous savons maintenant que le MAC reçoit de l'argent justement de la part des Marocains pour déstabiliser l'Algérie. Donc toutes ces actions, en plus de la quantité phénoménale de cannabis qui rentre par la frontière algéro-marocaine. Donc tout cela fait que le Maroc est devenu extrêmement belliqueux. Moi, je dirais que avec la France, le Maroc fait partie des pays qui sont les plus belliqueux envers nous. Alors comment on se rend compte de ça? C'est le nombre de publications qu'il y a contre l'Algérie. C'est-à-dire, si vous avez un pays avec lequel vous avez des relations diplomatiques, vous regardez le nombre de publications qu'il fait. Alors, il y a des normes qui ont été instaurées, et on regarde, est-ce que l'article est positif, est-ce qu'il est neutre, est-ce qu'il est négatif, etc. Dans le cas de la France et du Maroc, il n'y a jamais rien de positif, et je le répète, jamais rien de positif qui a été publié sur l'Algérie. Et ça, c'est le symptôme, c'est l'indicateur d'une guerre de quatrième génération qui est continue de la part de la France et du Maroc, qui est notre sujet actuellement. Donc, le Maroc a investi énormément d'argent sur les réseaux sociaux, des nombreux sites, on les connaît à peu près tous. Il n'y a qu'à voir leur langage, les termes qu'ils utilisent dans leur communication pour comprendre que ce sont des collaborateurs du Makhzen qui passent leur temps à attaquer, mais même sur des choses extrêmement banales, mais ils n'arrêtent jamais. On n'arrête jamais le flux de paroles négatives, d'invectives, d'humour mal placé, etc., etc. Donc, nous subissons à travers ces médias sociaux, à travers cette presse, ce type de communication, des attaques qui peuvent s'apparenter à des attaques
nocives pour notre pays. Et je rappelle que les guerres de quatrième génération, même si ce sont des guerres de mots, comme c'est des guerres concernant l'information, ce sont des guerres. C'est-à-dire, c'est une nouvelle façon de faire des guerres, c'est une nouvelle façon de déstabiliser des pays, et le Maroc n'arrête pas d'utiliser ce moyen. Je rappelle aussi à nos auditeurs que le Maroc n'est pas novice dans ce domaine. Et nous connaissons l'histoire du Maroc Gate, c'est-à-dire que le Maroc a soudoyé des parlementaires européens qui se targuent d'être les parangons de la démocratie. Il les a soudoyés justement pour qu'ils soient, un, anti-algériens, et deux, supporter leur cause concernant le Sahara occidental. Il y a eu aussi le Pegasus. Il y a 60 000 numéros algériens qui ont été 6 000 numéros algériens qui ont été piratés, des hauts fonctionnaires, et non pas juste les Algériens. Il y a eu quasiment tout le gouvernement français qui a été espionné, le président y compris. Il y a eu aussi Pedro Sanchez, et une vingtaine de ministres espagnols. Donc le Maroc n'hésite. En fait, le Maroc et Israël ont un point commun. Ils n'hésitent sur aucun moyen pour justement faire valoir ce qu'ils prétendent être leurs droits. Donc ils n'ont pas d'état d'âme, ils n'ont pas de valeur humaine. Donc cette imposition de visa, que moi je trouve quand même dommageable pour les Marocains, parce que moi je vis à l'ouest de l'Algérie, donc je suis très proche de la frontière marocaine, et je connais très bien, je suis originaire justement d'une région qui est très très proche de la frontière, et il y a énormément de Marocains qui viennent, des citoyens honnêtes qui viennent travailler ici à Oran dans les chantiers, ils font du très bon travail, ils gagnent beaucoup d'argent, ils préfèrent venir en Algérie travailler et partir faire des allers-retours. Ils sont très bien considérés ici. Ils me font vraiment de la peine, parce que leur gouvernement, et même eux, ils ne doivent pas être contents des activités belliqueuses, nocives. Docteur Ahmed Ben Saada, mais comme l'Algérie s'est distinguée le bon gré de livrer, je suis sûr que les citoyens marocains honnêtes, lorsqu'ils iront demander leur visa, ils l'obtiendront sans problème, et ils pourront venir travailler en Algérie comme ils l'ont toujours fait. Je l'espère. Et juste pour vous dire, vous avez parlé tout à l'heure de la fermeture de la frontière en 1994. Cette fermeture de frontière a eu un impact économique, mais alors drastique, sur la région d'Oujda, et qui a bénéficié, en fait, elle a bénéficié entre l'ouverture de la frontière et la fermeture de la frontière, elle a bénéficié d'un climat économique extraordinaire. On estime à presque 2 millions de personnes qui venaient dans la région de Oujda. Il y avait des hôtels, il y avait des supermarchés, c'était avant la fermeture des frontières, il y avait une contrebande, mais alors drastique de fuel, d'essence, par exemple. Il y avait du trafic de bétail, de farine, de semoule, de sucre, de lait en poudre. Parce que les produits en Algérie sont subventionnés. Exactement. Et puis de bonne qualité aussi. Exactement. On faisait rentrer des troupeaux entiers à l'Aïd, je me rappelle, des troupeaux entiers, on disait des troupeaux entiers rentrés par la terre, parce qu'il n'y a pas d'obstacle géographique entre les deux pays, et surtout dans la région de Mernia et un peu plus au sud. Et juste pour vous dire, dans ce temps-là, la ville d'Oujda comptait 3 stations de service pour l'essence. 3 pour une population de 60 000 habitants. Ça veut dire que tout le carburant venait d'Algérie, et maintenant cette région est considérée comme une région complètement désertique, complètement touchée par le son, déshéritée, surtout par le fait qu'elle est à l'est. Et si vous connaissez le Maroc que j'ai visité à plusieurs reprises, la région est complètement délaissée
par la monarchie. Oui, parce qu'on compte sur l'Algérie pour la ravitailler. Même à ça, c'est-à-dire il y a des régions qui sont complètement abandonnées parce que quand il y a eu des coups d'État contre Hassan II dans les années 70, les mutins venaient de cette région et il a juré d'avoir leur peau et donc il a c'est une sanction collective. Voilà, il a sanctionné toute la région de l'Est et d'autres régions d'où provenaient ceux qui voulaient faire un coup d'État au roi Hassan II. Et donc, cette imposition de visa, je l'espère, comme vous le dites, qu'elle ne touchera pas les citoyens honnêtes qui font du bon travail en Algérie, dont le travail est très apprécié. Mais il est nécessaire pour, séparer le bon grain de l'ivraie. Voilà, merci beaucoup, Ahmed Messaada. Moukran Aïtouarabi, je vais rebondir sur ce que vient de dire le docteur Ahmed Messaada. Alors, docteur Ahmed Messaada signale ou rappelle que nous sommes ciblés par une guerre de 4e génération. Donc, en plus de faire l'objet en plus de l'affaire Pegasus qui a révélé que le Marocain avait espionné ou tenté d'espionner de hauts responsables algériens, de hauts responsables espagnols, marocains. Donc les téléphones espionnés se comptent par des dizaines de milliers. Donc nous avons donc des opérations d'espionnage. Nous avons une guerre de 4e génération. Cette guerre de 4e génération, ce sont des fermatrolles qui déversent des insanités, de fausses informations sur un pays. Dans le cas qui est le nôtre, c'est l'Algérie, dans le but de semer la zizanie, de créer des fractures entre les populations, de déstabiliser un pays. Nous sommes aussi la cible d'une guerre classique. Cette guerre classique, vous l'avez dit en début d'émission, Moukran Aïtouarabi, la décision de l'Algérie d'imposer un visa intervient pratiquement quelques semaines après l'arrestation par les services de sécurité à Tlemcen de ressortissants marocains qui étaient là pour mettre en place un réseau d'espionnage pour espionner donc au profit soit du Maroc, soit au profit de ses tuteurs ou de l'un de ses tuteurs aujourd'hui qui est l'entité sioniste. Mais il n'y a pas que ça, Moukran Aïtouarabi. Il y a aussi le Maroc en déversant des tonnes de drogue sur le territoire national, cet acte constitue aussi un acte de guerre. Vous qui avez beaucoup travaillé sur la problématique de la drogue au Maghreb et au Sahel, vous savez pertinemment que c'est aussi assimilable à un acte de guerre et cet acte de guerre cause énormément de dommages à la population algérienne. Il n'y a pratiquement pas un jour, Moukran Aïtouarabi, sans que les services de sécurité, armée, gendarmerie, police ou douane n'annoncent des saisies records de drogue. Donc, alors soit ce sont des psychotropes, soit c'est le cannabis, la résine de cannabis, mais aujourd'hui nous avons affaire à quelque chose d'encore plus dangereux, d'encore plus inquiétant. Aujourd'hui, on saisit aussi beaucoup de drogue dure. Et aujourd'hui, le Maroc est l'un des principaux laboratoires de la drogue qui est déversée au Maghreb. Alors on a la Libye qui sert de plateforme à une drogue qui provient, c'est des drogues de synthèse, etc., qui proviennent de l'Asie. Nous avons aussi signalé des laboratoires dans le nord du Niger aussi qui fabriquent des gélules que les jeunes consomment, etc. Mais on a aussi à notre frontière ouest l'un des plus grands, sinon le plus grand producteur de cannabis au monde, une drogue qui lui rapporte des dizaines de milliards de dollars chaque année. Tout à fait. Le Maroc, quand vous jetez un coup d'œil sur les rapports des Nations Unies sur le trafic de drogue, vous allez constater que le Maroc mérite amplement le statut de narco-État. Pourquoi narco-État ? Parce que les implications de ce trafic dépassent de simples bandits ou de chefs de groupes qui veulent gagner de l'argent. C'est une politique pensée par les dirigeants du Maroc et qui vise justement à avoir un matelas d'argent qui est utilisé souvent pour leurs opérations de déstabilisation au niveau régional.
les quantités astronomiques qui sont déversées, que le Maroc tente d'introduire à travers ses réseaux en Algérie, démontrent cette volonté justement de faire plonger le peuple algérien, parce que c'est les jeunes qui sont ciblés, donc ils cherchent à faire sombrer les jeunes algériens dans la toxicomanie. C'est la meilleure manière d'affaiblir un État, de casser ses ressorts, et de détruire cette génération future qui va encore porter l'Algérie, la hisser à des niveaux supérieurs en termes de développement et de prospérité. C'est d'ailleurs le même procédé qui a été utilisé pour mater la contestation au niveau du RIF marocain, où le jeune Hassan II, quand il a vu qu'il y avait de la résistance par rapport au système monarchique marocain, a décidé de transformer cette zone en un énorme laboratoire de production de drogue, allant du cannabis, de la résine de cannabis, jusqu'aux drogues les plus dures. Et aujourd'hui, c'est carrément des laboratoires de drogue de synthèse. Les chiffres de l'ONU classent le Maroc comme le premier producteur au monde, sans concurrent, de résine de cannabis, mais aussi il est l'un des plus grands trafiquants de drogue au monde, après des pays de l'Amérique latine. Les réseaux marocains vont jusqu'au golfe de Guinée pour remonter jusqu'aux frontières sud de l'Algérie, sachant qu'aujourd'hui, depuis de longues années, des efforts colossaux ont été déployés, ont été consentis pour endiguer ce trafic de drogue au niveau de la frontière ouest, où un maillage sécuritaire a été mis en place pour faire face à ces flux de trafic de drogue. Mais vous avez aussi la frontière sud aujourd'hui qui est investie par les réseaux marocains. Bien sûr qu'il y a une imbrication entre tous les réseaux de trafic dans le désert. L'une des preuves de cette connexion, c'est l'affaire du Pablo Escobar du Sahara, qui est encore qui n'a pas encore révélé tous ses secrets, parce que le Marzen a décidé de l'étouffer. Un trafiquant qui est de nationalité marocaine. Au fait, un trafiquant qui a la double nationalité. Il a aussi la nationalité malienne, mais bon, c'est beaucoup plus un Marocain. Il est responsable d'un club au Maroc. Il a des connexions avec... C'est Haj Ahmed Ben Braham, qui a été arrêté en 2019, jugé parce que le Maroc, comme il est sous le feu de l'observation de la communauté internationale par rapport à la question, donc ils l'ont arrêté, ils l'ont jugé, ils l'ont condamné à des années de prison, mais lui, il a décidé de faire plonger tout le réseau. Interpol le demande, le Maroc refuse de le livrer tout simplement pour contrôler ce que va révéler ce monsieur qui parce est en qu'il prison. A des connexions avec la haute administration marocaine. Le peu de noms qui ont déjà été révélés, on a décidé et tout, donc c'est principalement, donc vous avez deux noms, qui est l'un c'est le président d'un club phare marocain qui est le Wydad de Casablanca. C'est ça. Un autre, c'est un député aussi d'un parti qui... Mais tout le monde sait que... Mais au-delà, justement, mais le trafic de drogue au Maroc est loin d'être entre les mains d'une personne, quel que soit ça. C'est une politique du régime marocain. Pourquoi ? Parce qu'il engrange des milliards. En 2023, c'est 23 milliards de dollars de recettes. Les projections pour 2028, c'est presque 50 milliards de recettes. Et les recettes vont augmenter parce qu'ils viennent de légaliser avec la légalisation, justement, j'allais en parler, avec la légalisation aujourd'hui, même il est difficile de faire la part des choses entre l'argent qui est issu du trafic de drogue, légal et du trafic de drogue illégal. Voilà. Donc on servira à blanchir l'argent. En fait, la légalisation n'est qu'un artifice trouvé pour mieux blanchir toutes ces sommes colossales d'argent qui seront injectées dans des réseaux et dans des banques qui appartiennent au Palais Royal, mais aussi au Marzen. C'est rodé. Alors, merci beaucoup, Mqrana Torabi, pour tous ces chiffres, pour tous ces éléments. Ils nous permettent de comprendre un peu mieux les motivations qui ont conduit les autorités algériennes à décider
d'imposer un visa aux étrangers détenteurs d'un passeport marocain. Les Marouibi, on a l'impression aussi, on a parlé de cette hostilité ancienne du Maroc à l'égard de l'Algérie, on a parlé de cette stratégie de la tension, on a parlé de cette politique belliqueuse du Maroc dans la région, un pays expansionniste qui n'hésite pas à guerroyer contre ses voisins. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression aussi que le Maroc se sert aussi ou essaye de se servir de l'Algérie pour détourner l'attention de sa population qui aujourd'hui est pratiquement crise économique et sociale des plus terribles. Pour preuve, dans la journée du 15 au 17 septembre, des milliers de jeunes Marocains ont tenté ce que les médias ont appelé la grande évasion, c'est-à-dire quitter massivement le Maroc via l'enclave espagnole de Ceuta. Donc vous avez des groupes immenses de jeunes qui se dirigent vers la clôture séparant le Maroc de l'enclave espagnole pour franchir cette clôture et se réfugier de l'autre côté dans l'espoir d'avoir des statuts de réfugiés et de passer dans le camp européen. Donc, mais cela dénote aussi d'une paupérisation extrême de larges pans de la société marocaine. Oui. Et ça, le Marzane, visiblement, en a peur. Donc, quand il n'y a pas d'ennemi, il faut en inventer un. Et dans le cas présent, l'ennemi, c'est l'Algérie. Oui, effectivement. Donc le Maroc, le Marzane particulièrement, cherche à cacher la réalité sociale ou la crise sociale. Vous avez parlé de l'exode des masses marocaines qui veulent fuir le Maroc, mais je pense que le Maroc a toujours exprimé cette obsession. Omar Hillel, qui aux Nations Unies, en l'espace de 10 minutes, il a évoqué 20 fois l'Algérie, parlant de la responsabilité de l'Algérie, où il accuse l'Algérie d'être responsable du conflit sahraoui. Benjamin, un autre représentant aux Nations Unies, a bien répondu en revenant à la généalogie du conflit. Le conflit est entre la question du Sahara occidental est une question de colonisation. Elle est dans la 4e commission des Nations Unies. C'est un problème qui oppose les Sahraouis aux Marocains. Et l'Algérie légaliste elle est du côté du droit international qui requiert depuis des dizaines d'années ou qui souligne depuis des dizaines d'années le droit des Sahraouis à un référendum d'autodétermination. Effectivement. Aujourd'hui, on n'a pas à opposer l'Algérie et le Maroc sur cette question. Effectivement. C'est une question de droit. Effectivement. Mais ce qui est important aussi, c'est juste de revenir au discours marocain qui converge parfaitement avec le discours sioniste. C'est-à-dire ici, on revient à Omar Hillel. Depuis 2022, il avait accusé le Hezbollah de fournir des équipements. Effectivement, il a même accusé les Russes de fournir des drones au camp des réfugiés, ce qui était accuser les Russes, accuser le Hezbollah. Donc, si on revient au discours sioniste et au discours de Omar Hillel, qui a l'habitude d'assister au colloque de la presse de droite israélienne à New York, donc ma foi, on se retrouve au même visage et je dirais que le Marzane devient presque l'annexe d'Israël dans la région. On sent que la politique du Maroc à l'égard de l'Algérie, ou l'attitude du Maroc à l'égard de l'Algérie, il y a une sorte d'israélisation de la politique ou de l'attitude du Maroc à l'égard de ses voisins et particulièrement à l'égard de l'Algérie. C'est les mêmes procédés, c'est les mêmes, passez-moi l'expression, les mêmes coups tordus que le Maroc pratique à l'égard de l'Algérie et ce sont pratiquement les mêmes que l'on retrouve
trouve en Palestine. Effectivement, c'est-à-dire qu'on a deux pays qui se ressemblent et le Merzan ne fait que reproduire une version quasiment copier-coller de la politique sioniste. Même sur la sphère numérique, c'est quasiment la même stratégie a soulevé à maintes reprises ce point. Oui. Et pour revenir à votre question, la population marocaine, et c'est bien aussi de parler d'un point de vue humanitaire, ce que la population marocaine subit. Mokran avait parlé de la production quasiment approuvé par l'État, par le gouvernement marocain. Les Nations Unies parlent pratiquement de 23 000 de tonnes en 2021 de production de cannabis en 2021, ce qui est énorme. On parle d'un producteur, d'un État producteur du cannabis. Oui. Et l'Algérie essaye de freiner, voire de lutter exactement contre cette production, au détriment aussi des terres agricoles au Maroc. On parle également de soulèvement des étudiants au Maroc. Oui. On parle de l'exode. On parle également des mariages précoces au Maroc, qui a connu une explosion déjà en 2012 de 90%, ce qui est énorme. On a l'abus sexuel contre les enfants. On recense plus de 10 cas par jour, ce qui est énorme également. En particulier chez les garçons. Donc tout ça fait en sorte représente des facteurs d'explosion sociale au sein de la société marocaine. Et oui, effectivement, tout cela est très inquiétant. Docteur Ahmed Ben Saada, je vais peut-être vous poser un peu la même question. Aujourd'hui, le Maroc, on le sait tous, on a consacré à la question toute une émission. Aujourd'hui, le Maroc est assimilable à une bombe sociale qui peut exploser à n'importe quel moment. Vous avez des jeunes qui quittent le pays par dizaines de milliers. Alors, moi j'ai des chiffres tout récents à vous donner. Alors, la délégation la délégation marocaine au plan, ce sont pas mes chiffres, ce sont des chiffres officiels marocains. Ils ont été rendus publics il y a à peine 2-3 jours. Alors, ils signalent que 82,5% de la population vit pratiquement au seuil, au niveau du seuil de pauvreté. Et la Banque centrale marocaine situe à peu près à 48% le taux de chômage au Maroc. Et vous avez une perte de 200 000 emplois en 2023. Est-ce que, en multipliant les actes d'hostilité à l'égard de l'Algérie, le Maroc ne cherche pas justement à créer un ennemi qui n'existe pas et à provoquer une diversion? Oui, en fait, ça a été le cas aussi. Je rappelle que la fameuse marche verte qui a été imposée par le roi Hassan II est venue juste après 2 tentatives d'assassinat, etc. Donc, une façon d'essayer de masquer les problèmes sociaux, c'est justement de se créer des ennemis, de se créer une cause qui unit le pays. Il faut dire que, à propos de ces milliers de personnes qui ont voulu récemment fuir le Maroc, ça aussi, je le mets sur le dos des guerres de 4e génération. Les autorités ont accusé l'Algérie d'avoir fomenté tout ça. Donc c'est absolument ahurissant en regardant ça. Mais il y a aussi une volonté de dire c'est pas nous, c'est pas le peuple marocain vit très bien, mais c'est parce que nous avons des ennemis. C'est ces ennemis-là ont alimenté un discours de fuite du pays, etc. Donc au Maroc, depuis très longtemps, et ça s'est accentué les dernières années, il y a des classes bourgeoises, très riches, et il y a des classes extrêmement pauvres.
les classes bourgeoises, vous les trouvez dans les grandes villes, et ceux qui sont dans la campagne sont extrêmement pauvres. Oui. D'ailleurs, le récent séisme qui a eu lieu dans le sud du Maroc a montré au moins dans quelle misère vivent ces gens-là. Oui. Autre chose très importante pour les gens qui connaissent le Maroc, moi je suis allé à plusieurs reprises au Maroc et je connais des gens qui sont assez aisés et ils ont tous des petites filles, des jeunes filles qui travaillent pour eux et qui vivent dans une situation quand même assez lamentable. Il y en a même qui ne vont pas à l'école, etc. Donc vous avez un système à deux vitesses. Oui. Le système des gens qui ont un peu d'argent donc et qui peuvent se permettre d'avoir des bonnes. En fait, des bonnes pour certaines, c'est beaucoup plus des esclaves que des bonnes. Mais cette bourgeoisie ne peut pas se passer de ces travailleurs, de ces petites mains. Donc vous voulez dire, Docteur Ahmed Ben Saada, alors il ne nous reste plus qu'une petite minute. D'ailleurs, on va vous donner le plaisir et l'honneur de conclure cette émission. En un mot, le Maroc est une monarchie moyenâgeuse et une monarchie très inégalitaire. Exactement. Nous en avons parlé la semaine dernière au sujet justement de l'éducation et de l'éducation à deux vitesses. Et vous avez donc des classes, une très grande différence de classe où les gens vont travailler comme des prolétaires qui vont travailler pour des seigneurs. Oui. Et ça, c'est inacceptable. Moi, j'ai toujours été sidéré. Quelque chose qu'on n'a pas en Algérie, le système de bonnes, le système de travailleurs qui viennent faire les petites corvées chez vous parce que les dames de ces messieurs ne veulent pas tremper leurs mains dans l'eau. Et il y a donc ce système de caste, système de classe. Une demi-minute. Qui fait que le pays est très inégalitaire. Moi, j'aimerais juste dire une dernière chose à la fin de cela. Nous n'avons rien contre le peuple marocain. Absolument. J'espère que les travailleurs nous tenons tous à le dire. Exactement. Et que les travailleurs viendront toujours travailler. C'est leur pays, ils peuvent venir pour aider notre pays à se développer, il n'y a aucun problème. Absolument. Et ils seront rémunérés en conséquence, sauf que la politique de leur pays nous force à avoir des actes sur lesquels nous ne pouvons pas qu'on ne peut pas ne pas faire. En fait, voilà. On est obligé de faire ça pour justement continuer à avoir Exactement. Un pays prospère et surtout sécuritaire. Voilà. Merci beaucoup, Ahmed Ben Saada. Nous profitons de cette émission pour présenter nos salutations fraternelles au peuple marocain et au nom de tous les présents dans le studio d'Ifriqiya FM. Alors c'était le mot de la fin, vous l'aurez compris, chers amis auditeurs et auditrices, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Grand Angle. En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application Play Store. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. Elle a été réalisée par Khaled. À la console technique, il y avait Mouad et Amin. Mes remerciements à tous les intervenants de cette émission. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, la voix africaine. Au revoir.